Du coup, notre deuxième joueur du jour, allons sur un cas assez similaire, en tout cas que toi, tu avais classé de manière similaire, et moi aussi. Allons sur CJ McCollum, si tu veux bien. CJ McCollum, 7 saisons sur la décennie, 18,5 points par match sur cette décennie et 31 minutes de jeu par match. C'est très similaire, du coup, à Isaiah Thomas. Même au niveau du minutage total, d'ailleurs, 14 800 minutes. Isaiah Thomas est à 15 000. Et donc McCollum est 99e de la décennie en termes de minutage total, là où Isaiah Thomas était 95e, donc très très proche. 481 match pour CJ McCollum. MIP en 2016 au niveau de son palmarès. Et par contre, 0 sélection All-NBA et 0 sélection All-Star pour McCollum sur cette décennie. Et d'ailleurs, je crois en carrière non plus. Mais bref, au niveau des comparaisons de draft, alors là, attention, tiens-toi bien, le grand écart de chez les grands écarts, chez NBADraft.net, c'était un mélange entre Stephen Curry et Juan Dixon. Voilà. sacré écart. En fait, c'était sûr qu'il allait tomber un peu au milieu des deux. Donc, il pouvait se couvrir comme ça, on va dire. Tu vois, après, tu te dis après Stephen Curry, tu dis OK. Bon, c'est foireux, mais alors le fait de rajouter Juan Dixon, ça ajoute un caractère original et unique que j'aime quand même pas mal à la comparaison. Disons que ça pondère bien le positif et le négatif, quoi. Donc, bon an, mal an, ça va, ça passe, quoi. C'est un peu un mélange des deux. Draft Express, pas de comparaison de draft à l'époque. Et d'ailleurs, pas de surnom loufoque chez Basketball Référence pour CJ McCollum. Donc, un peu dommage de ce côté-là. Mais bref, donc son parcours rapidement, avant qu'on parle du joueur. Donc, 10e pick de la draft 2013 à l'époque. Drafté entre Trey Burke et Michael Carter-Williams. Je ne te fais pas le quiz, mais il est drafté en sandwich entre ces deux-là. D'ailleurs, si tu te souviens, il était drafté un an après Lillard, qui sortait de la petite fac, entre guillemets, de Weber State. Et McCollum aussi sortait de Lehigh, qui était donc une conférence aussi un peu mineure. Donc il surfait un peu sur la très bonne saison rookie de Lillard. Et d'ailleurs, il est drafté par Portland. Et donc, il rejoint Lillard. Mais au début, il joue pas tant que ça, puisque saison 2014, il est rookie. Il fait à peine 35 matchs et 12 minutes de jeu par match. Donc, pas vraiment dans la rotation, pas du tout, presque. 2015, il fait 62 matchs et 16 minutes de jeu par match. Donc, il commence un peu à rentrer dans la rotation régulière, mais pas non plus des temps de jeu de fou. Mais par contre, il finit l'année 2015 très fort, puisque Wes Matthews est blessé, malheureusement, à sa blessure au tendon d'Achille. Et donc, McCollum devient titulaire et prend les rênes, en tout cas, est lui-même très bon, et ça lui permet de jouer, bien sûr. Et sur les playoffs 2015, alors qu'il est à 16 minutes de jeu sur la saison régulière, il monte à 33 minutes de jeu par match en playoffs 2015 contre Memphis au premier tour. Ils se feront sortir d'ailleurs au premier tour. Et ça lance un peu la suite, c'est-à-dire la deuxième partie de la décennie où il va être titulaire. 35 minutes de jeu par match en 2016 dans cette équipe très étonnante des Portland Trail Blazers, qu'on attendait plutôt non playoffable et qui finalement va être plutôt très bonne, très compétente autour de Lillard et donc McCollum. 20 points par match, 4 assists pour McCollum cette année-là sur un gros temps de jeu titulaire. En playoff, ça élimine les Clippers qui sont blessés et ça tombe contre les Warriors au deuxième tour. Avec notamment une blessure de Stephen Curry au deuxième tour qui leur a fait un peu croire, mais en fait non, évidemment. 2017, il est encore à 35 minutes de jeu par match et 23 points de moyenne. En playoff, ça tombe contre le grand Golden State qui cette fois a en plus récupéré Kevin Durant, donc il n'y avait pas match. 2018, 36 minutes de jeu par match et 21 points de moyenne. Portland est très bon, 3e de conférence, mais patatras, ça se casse la figure contre les Pelicans, cette fameuse série de Jrue Holiday et Anthony Davis et Rajon Rondo, d'ailleurs, il faut le rajoutons-le. Donc un petit upset pour Portland éliminé au premier tour contre les Pelicans. 2019, ils reviennent et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on les attend pas forcément pour aller très loin en playoff, mais ils font la surprise d'aller jusqu'en finale de conférence puisqu'ils battent OKC au premier tour, la série du buzzer beater de Lillard. Ils battent Denver au deuxième tour, série très accrochée avec un tir par-dessus la tête de Torrey Craig au match 7 de cette série. Et puis donc enfin ils tombent contre les Warriors en finale de conférence, logiquement, j'ai envie de dire, c'est en 2019. Lui, toujours, j'ai pas dit, mais 34 minutes de jeu par match, titulaire, 21 points de moyenne, etc. Et puis 2020, pour conclure l'année, 37 minutes de jeu par match pour McCollum, toujours 22 points, donc classique. Et en playoff, dans la bulle, éliminé contre les Lakers au premier tour de ces playoffs dans la bulle. Et donc, c'est vrai que pour te lancer un peu sur le profil, c'est un arrière qui mettait des points, mais finalement, j'ai envie de te demander à quel point est-ce que le joueur et le profil global étaient valuable pour toi? Moins que ce qu'on pense, je pense. Ouais. Le problème de McCollum, c'est que on va vite y arriver. C'est surtout la version de Portland, parce que je trouve que la version actuelle des Pelicans est en train un peu de devenir un joueur de plus en plus complet, donc l'expérience qui vient. Mais voilà, on a quelqu'un qui est avant tout là pour son scoring,
pas vraiment. C'est pas que c'est un joueur en attaque qui est unidimensionnel, mais on a ni le dribble, ni le jeu de passe qui font que on peut le voir, on va dire, comme un un vrai second porteur de balle que de temps en temps on pourrait mettre en premier porteur de balle. Non, c'est pas du tout ça. McCollum est beaucoup plus finalement dans la veine des joueurs on va dire un peu à la Gigi Redick, qui joue, on va dire, qui joue essentiellement un peu sans le ballon. Alors McCollum peut l'avoir un peu plus que ses shooters. Il a pas non plus forcément la même qualité de tir que ces derniers, mais je dirais que voilà, le fait qu'il soit un peu plus polyvalent que les Kyle Korver, que les J.J. Redick, que ces spécialistes du jeu sans ballon, lui fait qu'il peut avoir un volume plus important. C'est pas juste, on va dire, une option, on décide de la cibler, elle mettra plus de points, mais elle ouvrira d'autres choses derrière. Par exemple, c'était ça qui était J.J. Redick. Non, McCollum, même si vous décidez de le cibler, il va quand même pouvoir marquer ses points, mais on va pas vraiment au-delà, et surtout un défaut un peu pour le coup similaire à ces spécialistes de jeu sans ballon, un peu l'incapacité à aller, je pense que c'était sans doute son plus gros défaut, à aller chercher les fautes, et au-delà même d'aller chercher les fautes, de pouvoir finir sur le panier. Ouais. On parle souvent aujourd'hui de three-level scorer, de pouvoir marquer à 3 niveaux, sous le panier, mi-distance, 3 points. McCollum était vraiment clairement un tout level, et avec une véritable incapacité à pouvoir jouer ce premier level. On parle d'un joueur qui n'y va quasiment jamais, et quand il y va, on parle d'une réussite qui est à peine au-dessus des 50%. Donc clairement, quelque chose qui manque à son arsenal offensif, et qui en fait finalement un joueur qui a du mal à être très efficace, qui est capable de véritables sauts d'efficacité, des matchs incroyables, comme son match 7 qu'il citait contre Denver en 2019, mais capable d'enchaîner par un match avec une efficacité vraiment très faible, parce que il doit quand même se baser sur des tirs assez compliqués, et qui n'a pas véritablement tant d'options offensives que ça pour toujours, on va dire, punir le choix du défenseur. Ce qui fait que, voilà, on a une efficacité, je pense que pour McCollum, qui est en deçà de ce que les gens, je pense, imaginent chez lui. Oui. On a quelqu'un qui est autour de la moyenne, voire même en dessous, quoi. Oui, je peux donner les chiffres précisément, rapidement. Là, au niveau de l'usage, entre 25 et 27% d'usage, donc plutôt un bon volume, en volume de deuxième option d'équipe sur les années 16, 17, 18, 19, 20, évidemment, celle qui compte. Et effectivement, il fait du plus 1%, plus 6%, un peu un pic, et ensuite ça descend à moins 4%, moins 1%, et de nouveau moins 4%. Donc on oscille au niveau de la moyenne, et c'est pas très impressionnant, comme tu dis, quoi. Alors, je pense que cette moyenne, elle doit être un peu relativisée, dans le sens où l'avantage d'être ce tout level 3 points mi-distance, et en plus un vrai spécialiste du mi-distance, on parle de quelqu'un qui, sur des tirs compliqués, était au-delà des 45% de réussite sur les mi-distances lointains. Oui, quoi. oui. Donc, c'est quelqu'un qui amenait, je veux dire, un dynamisme bien plus fort que si c'était quelqu'un qui avait juste été capable de finir près sous le panier et à mi-distance. Non. Pour moi, son attaque était quand même beaucoup plus valorisante. Et en plus, voilà, ça en faisait un joueur sans ballon, qui sont des joueurs autour duquel il est très facile de créer un dynamisme sans pour autant que ça soit des joueurs capables de faire des coupes sans arrêt, quoi. Donc, je pense qu'on a quand même, il faut pas juste, on va dire, voir McCollum comme ces joueurs gros volume, efficacité moyenne, et en plus pas très bon en défense, donc ok, c'est juste des sixième hommes. Non, le fait que McCollum arrive à faire ça sans ballon et assez loin du panier amène de la gravité, amène des créations de décalage quand même qui sont intéressantes, et mine de rien, pour continuer à revaloriser un peu le profil du joueur au-delà, voilà, de ses chiffres purs, McCollum était un pion essentiel. Tu me dis c'est la deuxième option, mais même c'était avec, on va dire, la philosophie offensive de Portland sous Terry Stotts, qui était pendant très longtemps la blocker mover offense, où en fait vous aviez un peu ces deux joueurs qui gravitaient
autour. C'est pas qu'on était sur une disposition en hands, on avait vraiment, on va dire, un joueur vraiment à 45 degrés, un intérieur à 45 degrés du panier, un autre exactement à 45, donc plus éloigné en fait que des joueurs en hands qui en réalité sont souvent en tête de raquette l'un côté de l'autre, là des joueurs beaucoup plus éloignés, et des Lillard et McCollum qui, l'un avec le ballon, l'autre sans ballon, qui vont graviter un peu autour de ces deux points de fixation intérieurs et qui vont permettre souvent déjà d'avoir toujours une activité sur le côté fort, mais aussi sur le côté faible, et de permettre un peu de rendre ces intérieurs, j'ai envie de dire, malgré leur faiblesse, un peu plus menaçants. Et ce qui fait que si on regarde le bilan offensif, au moins en saison régulière de Portland sur la décennie, on a l'une des meilleures attaques et des attaques les plus constantes de la décennie. Et c'est pas juste Lillard, parce que vous enlevez Lillard et vous pouvez cibler le joueur sans arrêt, bon, ce qui arrivera un peu en playoff, mais la présence de McCollum fait que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Donc je pense qu'on a quand même un attaquant d'un excellent calibre, mais à qui il manque, on va dire, clairement des armes qui auraient pu en faire, si le joueur n'est pas All-Star sur la décennie, de mon point de vue, c'est pas tant que ça un hasard, et c'est pas uniquement, c'est vrai pour moi, on a un peu caricaturé que cette équipe de Portland en disant, mais Lillard McCollum, c'est un duo beaucoup très faible en défense, pour que ça puisse aller loin. Moi, j'ai toujours eu envie de renverser la table. Le problème, ok, d'accord, c'est pas idéal, mais pour moi, le problème, c'est surtout que ils ont eu souvent à côté d'eux, sur le front de courte, des joueurs qui étaient des spécialistes sans être dans l'élite défensive et qui offensivement étaient pour le coup médiocres, et là-dedans je suis poli, quoi. Et qu'en réalité, vous pouvez mettre deux joueurs presque de calibre à l'NBA, si vos trois joueurs à vos côtés c'est Robin Lopez ou Nurkic avec Covington et Harkless, je pense que vous irez pas gagner un titre, quoi. Donc pour moi, voilà, cette équipe de Portland qui peut-être restera comme une déception ou sera vue qu'à travers les éléments clutch de Lillard. Non, il y avait une vraie bonne attaque autour d'un effectif qui a été trop limité. Mais vraiment, je veux dire, on aurait dû s'attendre à beaucoup mieux. Et je parle pas d'une version parfaite qui aurait pu aller gagner le titre, mais quand on voit les effectifs qui ont été donnés à McCollum et Lillard, c'est vraiment très décevant par rapport, à des joueurs qui quasiment à eux seuls pouvaient produire une attaque quasiment en permanence dans le top 10 et voire même souvent dans le top 5. On les a mal servis là-dessus, donc je pense qu'il faut les regarder beaucoup plus positivement. Mais pour revenir sur McCollum, malgré tout ce que j'ai dit, le fait qu'il n'ait jamais été un All-Star, je dirais que c'est pas complètement normal, mais on parle pour moi d'un joueur qui était borderline All-Star, qui aurait pu être All-Star, qui malheureusement ne l'a pas été, et que ça me paraît assez justifié pour le talent du joueur. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, mais c'est marrant parce que t'as commencé un peu avec ta catégorisation, on a bien compris, tu t'as comparé plutôt à J.J. Redick que à certaines stars. Et je suis assez d'accord, et effectivement, je trouve aussi que sans doute que l'image de McCollum est un peu meilleure que ce que nous, peut-être on peut en penser, ou ce qui pouvait être réellement dans le jeu, en tout cas d'après nous. Mais c'est vrai que quand c'est plutôt un J.J. Redick qui avait du pull-up qu'une vraie star, un vrai porteur de balle de haut niveau. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté où, d'accord, il a le pull-up, et il a un pull-up de très bon niveau, et souvent, même, on fait énormément ce raccourci, pull-up égale outil de star et profil de star, alors qu'en fait, comme tu les as énumérés, il lui manquait les vrais éléments pour être un vrai créateur de haut niveau, qui sont la capacité à faire du drive, la capacité à aller chercher des lancers francs, notamment sur ces drives, le pull-up à 3 points aussi, qui mine de rien est arrivé sur la décennie suivante, 2021, en 2021, je crois qu'il commence à prendre de plus en plus de pull-up à 3 points, mais donc il y a ce côté où il prenait des pull-ups, mais il n'avait pas non plus la portée de tir, comme Lillard par exemple, pour étendre jusqu'à 3 points au niveau de ses propres tirs en sortie de dribble, et puis le côté passing non plus, où c'était pas quelqu'un qui allait handicaper l'attaque, mais c'était pas quelqu'un non plus d'extrêmement cérébral ou créatif, qui allait créer beaucoup de jeux de cette manière-là, même si, bon, tu regardes le total de passes décisives, on est autour de 3,5 assists par match entre 2016 et 2020. Bon, tu peux te dire, bon, ça va, 3,5 par match en moyenne,
sachant que c'est quand même sur un gros temps de jeu, donc c'est un peu relativisé. Tu regardes un peu la tendance dans le jeu, c'est pas tant que ça, et même au niveau de la créativité, au-delà des stats, on voit bien que c'était pas un créateur de jeu de cette manière. Donc il y a un peu ce pull-up qui fait que sans doute beaucoup de fans ont cette image de il se crée son tir en sortie dribble sur mi-distance, sur des trucs comme ça. C'est un peu une star cachée ou une star tout court. Alors qu'en fait, je suis un peu d'accord avec toi, c'est quand d'ailleurs tu as commencé à parler de JJ Redick, on est plus sur du spécialiste plus, du JJ Redick qui a appris, qui a un pull-up et qui peut faire un peu plus de choses, plutôt que véritablement sur, je sais pas moi, que sur un Irving du pauvre, sur un Kyrie Irving du pauvre ou un Lillard du pauvre, quoi. Je sais pas si tu... Oui, non, mais c'est ça. C'est, comme je disais, par rapport au vrai spécialiste du jeu sans ballon, lui a été capable de rajouter quelques dribbles, mais dans un registre quand même qui reste limité. Et voilà, avec toujours cette incapacité et cette non-volonté, même, j'ai envie de dire, de s'engouffrer dans la défense, quoi. Ouais. Et tu vois, contrairement à ce que tu penses, je pense qu'il, pour moi, il aurait pu aussi se décaler à 3 points beaucoup plus tôt dans sa carrière. Oui, mais il l'a pas fait, je veux dire. Il l'a pas fait, mais je me demande à quel point ça allait pas un peu de pair avec la philosophie offensive, ou à quel point, en fait, si t'aurais ramené ces menaces sans ballon un peu plus loin pour faire graviter McCollum derrière, je veux dire, McCollum n'a pas non plus la qualité de tir qu'avaient pour moi les Redick et Korver. Oui. Il aurait pu se décaler, mais en fait, je pense qu'il y a un peu de la philosophie de la blocker mover qui, un peu à la manière du triangle, t'invitait un peu à rester à l'intérieur de la ligne à 3 points plutôt qu'à t'en écarter, quoi. Au moins sur la décennie. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais voilà, après, que j'aurais été capable ou pas, bon, il l'a pas fait, c'est dans les règles que tu as fixées, c'est tant pis pour lui. Ouais, puis même sur le passing, on peut faire cette même réflexion que tu fais sur le passing, où on voit qu'au Pelicans actuellement, hors décennie, il est en train de se développer là-dessus, il fait plus, alors qu'il a jamais vraiment fait à ce point à Portland, si je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais sur ce côté passeur, on n'était clairement pas, par exemple, pour prendre un exemple de joueurs qu'on a dans le classement, pour moi, c'était pas un initiateur secondaire ou tertiaire comme pouvait être Joe Ingles, par exemple. On n'était pas du tout sur ce même niveau de passeur, quoi. Pour moi, c'est pour ça que j'aurais du mal. Alors, je pense que ça serait un nom qui arriverait rapidement si on voulait établir les joueurs qui correspondent au rôle du second porteur de balle. C'est sans doute ce qu'il est aujourd'hui aux Pelicans. Oui. Mais c'est pas ce qu'il était de 2016 à 2020, c'est pas vraiment ce qu'il était à Portland, quoi. Ouais, effectivement. Et après, il y a aussi, 3 points très bien. Alors, pas non plus au niveau, comme tu disais, Korver ou Redick, sur des shoots en mouvement ou sur de l'efficacité pure, hein, évidemment, pas ce même niveau d'efficacité, 43, 4, 5% d'efficacité. Lui seulement, entre guillemets, 40 sur plus de 6 tentatives par match. C'est déjà très cool, très très cool. Et puis surtout, l'autre question, c'est peut-être la défense. Moi, j'avais plutôt un souvenir de plutôt mauvais. Comment est-ce que toi, tu penses que, quand tu le jugeais et à quel point ça te tirait vers le bas? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le cas, j'exagère ou pas, mais le cas Rudiger, le cas Tobias Harris, ce genre de profils qui sont au maximum neutres, au pire des valeurs négatives, à la fois on-ball et off-ball en défense? Pour moi, l'important, c'est ce qu'était McCollum, oui. Ouais. Et oui, à la rigueur, il y avait cette capacité à pouvoir traverser les écrans, cette qualité offensive qu'on retrouvait défensivement, mais il n'y avait pas la vitesse. On va dire, il n'y avait ni les outils, ni véritablement le feeling pour pouvoir corriger ce manque d'outils. Donc on avait quelqu'un qui, pour moi, sur l'ensemble de sa période à Portland, était plutôt un négatif. Mais voilà, c'est un négatif. Je veux juste être clair là-dessus. J'ai trop souvent, de mon point de vue, entendu que si Portland n'avait pas été loin, c'est parce qu'un duo Lillard-McCollum en défense t'amenait un plafond beaucoup trop bas. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça, quoi. Disons que toi, tu dis il y a d'autres problèmes dans l'ordre des priorités. Peut-être que d'avoir des Aminou Harkless, c'était aussi un problème. Et peut-être que sur les 5 ans, il y a qu'une seule année où on a un bon pivot, c'était Nurkic en 2019. C'était peut-être ça aussi le problème, quoi. Ah oui, mais pour moi, totalement, quoi. C'est essayer de voir des équipes qui vont au bout avec un front de courte de niveau de ce qu'ont Lillard et McCollum sur l'ensemble, sur la seconde moitié de la décennie. Vous verrez pas grand monde, quoi. Ouais, alors Noah Vonleh, Meyers Leonard, Ed Davis, qui d'ailleurs faisaient des bonnes saisons, hein, c'était des bonnes surprises par rapport à leurs standards et par rapport à ce qu'on pouvait attendre, mais
c'était pas la folie non plus, quoi. On a eu le Evan Turner qui est arrivé, mais c'était pas son truc non plus, la défense, ou voilà, enfin bref. Donc ouais, effectivement, la qualité de l'effectif n'a jamais été folle autour de ces deux-là. Mais je pense quand même que, tu vois, j'en sais rien, peut-être que je m'avance, mais si je devais parier, je pense que le consensus collectif est plus chaud que nous sur son attaque, et aussi moins froid sur la défense aussi. Mais je trouve qu'on est vraiment sur le cas d'un défenseur assez, pas non plus cataclysmique, fantomatique, mais assez nettement négatif pour moi. Donc ça, je vais le prendre en compte dans ma pondération. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter, tu m'interromps. Sinon, si je peux donner le minutage de playoff, 1700 minutes, mine de rien. 54e de la décennie, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, avec ça, avec McCollum qui a 5 saisons sur la décennie, où est-ce qu'on le projette dans le classement? C'est une bonne question. J'ai pas envie de le mettre trop loin d'Isaiah Thomas. Ouais, je suis d'accord. Et alors, à contrario, tout à l'heure, je t'ai dit que ma fourchette basse de Isaiah Thomas, c'était Devin Booker. Là, c'est un peu ma fourchette haute, Devin Booker. D'accord. Qui a aussi 5 saisons et qui, je trouve, a un pic beaucoup plus élevé en fin de décennie que n'a pas eu McCollum. Et, ou alors peut-être que tu n'es peut-être pas de cet avis, mais je trouvais que Booker a des top saisons en fin de décennie, notamment beaucoup plus porteur de balle, créateur ou même efficacité. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels Booker est meilleur. Donc, je voulais pas le mettre trop loin de Booker, quoi. Mais tu mettrais, du coup, tu le mettras pas tu mettras pas McCollum au-dessus de Booker, quoi. Ça peut se discuter parce que peut-être qu'on peut dire que les on va dire 16-17 de McCollum sont meilleures que celles de Booker, évidemment, donc peut-être que ça compense. Je ne sais pas. Ça peut se discuter, effectivement. Ou alors Booker est peut-être un peu bas, on peut remonter le tout vers Isaiah Thomas, comme tu veux. Non, mais en même temps, on a JJ Redick qui est à la 61e place. C'est ça, ouais. Alors, il y a peut-être plus de longévité sur Redick parce que c'est que McCollum, les choses sérieuses ne commencent qu'en 2016. Ouais. Donc une moitié de décennie, en fait. Et ça qu'une moitié de décennie à un niveau de All-Star borderline, j'aurais tendance à mettre ça au-dessus de Redick. Oui. C'est ça, ouais. Mais pas beaucoup, je vois les noms au-dessus, pas beaucoup plus haut, quoi. Tu vois, je pense que je préfère avoir Drew Holiday que McCollum. Oui, surtout en plus sur la longévité. Mais effectivement, donc on a Devin Booker 58, Redick 61, et entre les deux, il y a DeAndre Jordan, Tyson Chandler, et c'est tout d'ailleurs. Mais oui, mais tu vois, même pour te dire, même Redick, au-delà même du côté profil, au début, il est à Orlando, il joue pas tant que ça. Il fait une fin de saison à Milwaukee, mais déjà en 2013, mais c'est pas une saison complète. Et ensuite, 14, 15, 16, 17 aux Clippers, donc il y a une bonne période, 4 saisons. 18, 19 ensuite aux Sixers. On va dire qu'il y a 6 saisons contre les 5 de McCollum, mais McCollum a un rôle plus gros, donc ça peut s'entendre aussi. Mais t'avais pas l'air forcément d'accord sur le fait que Booker était largement au-dessus, enfin nettement au-dessus en fin de décennie par rapport à McCollum? Ah si, en fin de décennie, oui. Mais à ses débuts, je préfère McCollum à Booker, quoi. Oui, c'est vrai. On arrive à l'éternel débat de la pondération, quoi. Oui, effectivement. Donc, ce qui ferait qu'on ait Isaiah Thomas autour de la 53e, 54e place, McCollum 5 places derrière. Donc, effectivement, ça colle. On n'était pas trop décidé. Donc, ça se reflète bien sur le classement. Si ça te va, on peut le mettre là, en dessous de Booker. Ok. Alors, petit quiz pour finir. Cette fois, c'est pas un kick dans l'affectif, c'est un qui joue ce match. Pardon. Qui joue ce match? Nous sommes le 12 mai 2019. Et c'est justement le game winner de McCollum au match 7 à Denver d'ailleurs. C'est même pas à Portland, c'est à Denver. Il crucifie Torrey Craig sur cette dernière action. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match, le match 7? Alors d'ailleurs, oui, je crois que c'est je n'ai pas dit, mais c'est le même jour, c'est un peu plus tôt que le tir de Kawhi Leonard d'ailleurs. C'était un dimanche. Les deux étaient le même jour, donc on a eu un game winner et ensuite le buzzer beater fabuleux de Kawhi. Bref, des joueurs qui ont joué ce match, est-ce que tu es capable d'en trouver? Il y aura Lillard. Tout à fait. Il y aura Arkless et Aminou. Tout à fait, encore là. Et c'était Enes Kanter oui. qui prenait la relève de Nurkic au poste 5. Exactement, Nurkic blessé très salement en mars ou avril à la cheville ou je sais pas quoi. Attends, je dois te faire qui est sur le terrain ou qui est... Qui joue ce match? Donc tous les joueurs qui ont joué ce match. Mais
Effectivement, y Canter, avoir... tu t'en souviens parce que Canter ensuite a fait du drop face à Stephen Curry. La série bah, tu vois, d'ensuite. bah si, c'est une série que j'avais bien suivie et qui est pas si longue que ça contre Denver, la fameuse série où on aurait pu être violent avec Mike Malone, on va dire ça comme ça. Moi, je l'ai été. Ouais. Bon, bref. Du coup, pour continuer, il y avait Zach Collins, il y avait Rodney Hood. Oui, exactement, tout à fait. Et il y avait même Seth Curry. Tout à fait, Seth Curry. Et on avait aussi quelqu'un que j'ai cité qui était venu avec un gros contrat pour être un peu le 6e homme. Bah, Evan Turner. Exactement, Evan Turner. C'est marrant, je m'en souviens pas d'Evan Turner. C'est vrai ? Bah, je me souviens d'Evan Turner important, mais En plus, je crois qu'il fait un très bon match 7. Hein. Mais tu vois, je me souviens pas de lui, ça m'a pas marqué. Mais de toute façon, je crois que Evan Turner à Portland, globalement, n'a pas dû marquer grand monde en dehors de son contrat. Mais... Si je te disais qu'il est dans le top 40 des minutages de cette décennie, est-ce que ça illustre pas bien à quel point il n'a pas marqué Evan Turner ? Oui, c'est exactement ça. Oui, ça. Et pour finir à Portland, il y avait un intérieur shooter. C'est pas Kelly Olynyk, c'est l'autre. Myers Leonard ? Exactement, Myers Leonard. Et est-ce que tu as des joueurs qui ont joué ce match, des Nuggets aussi ? Classique. T'as parlé de Torrey Craig, mais après il va y avoir Jokic, Murray, Millsap justement. Tout à fait. Harris. Oui, Gary Harris, oui. Will Barton. Oui, tout à fait, Will Barton, vu qu'il y avait Torrey Craig. Ah tiens, on avait l'ancien meneur titulaire de cette équipe de Portland, 2 ou 3 années avant, qui avait été échangé contre Nurkic, justement. Attends, meneur titulaire ? Le pivot titulaire, qui avait été échangé contre Nurkic. Ah, Plumlee. Exactement, Mason Plumlee est là. On a le meneur actuel des Washington Wizards, qui était un meneur backup de longue date à Denver, un général de terrain. Monte Morris. Exactement, Monte Morris. Et on avait quelqu'un, un shooter de poche, qui d'ailleurs est pas si loin que ça du profil de McCollum quand on y pense. Un shooter off-screen, qui était bon défenseur, que moi j'aimais beaucoup, qui est un peu en train de se relancer à Utah. Pas d'Hernan Gomez. Alors, Hernan Gomez joue pas ce match, mais il est sur la feuille de match, effectivement. Mais c'est l'autre qui a été échangé à Minnesota avec Hernan Gomez. Ah, Malik Beasley. Exactement, Malik Beasley, que moi j'ai beaucoup aimé. Et donc, effectivement, qui ne joue pas ce match, mais qui est sur la feuille, on a Hernan Gomez. On a Jared Vanderbilt, d'ailleurs, qui ne joue pas ce match. On a Trey Lyles, qui ne joue pas ce match. Et on a aussi Isaiah Thomas, il est là. Il était sur la feuille de match. mais donc voilà pour ce fameux match 7 entre Denver et Portland.